Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 5e étape et dernière étape de l'étoile de Bessèges. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ce contre-la-montre, sur également le classement général. Ça s'est joué à pas grand-chose pour la gagne et c'est un Américain qui s'impose. Petit indice si vous n'avez pas suivi ce dernier contre-la-montre qui était autour d'Alès, avec la montée vers l'Ermitage, la montée de l'Ermitage même, qui est un classique sur l'étoile de Bessèges. C'est toujours assez particulier, assez atypique, la montée de l'Ermitage. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette étape, notamment au niveau du général, au niveau des leaders, mais également pour les gagnes, voir un petit peu les états de forme, parce que c'est qui est intéressant avec un contre-la-montre, c'est qu'on ne peut pas se cacher. C'est-à-dire que les coureurs qui sont en forme, ils sont aux avant-postes, les coureurs qui sont en difficulté sont derrière. Donc ça permet vraiment de savoir qui et où au 5 février 2023 qui est plus ou moins en forme en ce début de saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme. N'hésitez pas également à mettre toutes les notifications, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. EPS 2.0 sur Vincent Defrane est en ligne, c'est sur Spotify. Et on commence tout de suite. Alors encore une fois, sans internet, du fait que je n'ai toujours pas de connexion internet fixe, pardon, merci Orange, et toujours pas rétabli. Ça commence à être long cette affaire. On commence tout de suite avec cette dernière étape autour d'Alès. Donc c'était 11 km, enfin 10 km et demi à peu près autour de Alès. Vraiment un classique, c'est-à-dire deux virages au programme, et puis c'est arrivé du côté de l'Ermitage, je dirais deux virages de demi-tour en fait prévus au niveau du parcours, même si je crois que le deuxième demi-tour était un peu plus tôt qu'auparavant, parce qu'à une époque j'ai l'impression qu'on tournait un peu plus tard sur la route, mais peut-être que je me suis trompé. Là on a tourné à un moment où il y avait un croisement, et heureusement qu'il y avait ce petit dégagement, parce que c'est toujours très compliqué avec un vélo de contre-la-montre pour manœuvrer correctement. Je vous laisse le classement à l'écran. Sur les contre-la-montre, c'est quand même un peu plus facile. Sur les étapes de tous les jours, vous l'avez de toute manière dans la description de la vidéo. Je rappelle, vous avez les 25 premiers de chaque étape, les 30 premiers du général également, et puis les 10 premiers des classements annexes. Donc là, vainqueur aujourd'hui, Mads Pedersen. On est tout à fait sur le type de parcours qu'il affectionne, Mads Pedersen. C'est-à-dire un parcours avec assez court, ça reste 11 km, donc c'est pas extrêmement long. On n'est pas sur un parcours de 25-30 minutes. Voilà, on est sur un temps d'effort de 15 minutes qui correspond bien à ses qualités, et puis une montée qui fait entre 2 km, 2 km 5. Ça, c'est totalement là où il est excellent, Mads Pedersen, et ça n'a pas dérogé à la règle ici à Alès. Il a été très très bon sur ce chrono. Il avait déjà fait des performances sur ce chrono à Alès. Voilà, il a fait une très bonne semaine, Pedersen, il est en forme. Il est à peu près dans les mêmes temps de passage, je dirais, que l'année dernière. L'année dernière, il s'était imposé sur une étape. Il avait été très présent également sur cette étoile de Bessèges. Donc là, j'ai l'impression qu'il est à peu près au même niveau de forme que l'année dernière. Derrière, on retrouve Joshua Tarlik, Ben Tullet. Bon, on est sur des coureurs qui aiment cet exercice du contre-la-montre, qui sont vraiment, enfin voilà, c'est l'école du contre-la-montre formée par Ineos, c'est-à-dire que voilà, souvent c'est quand même très performant dans cet exercice du côté d'Ineos. C'est pas vraiment une surprise pour cette équipe. Quatrième, Kevin Vauquelin, qui a fait son contre-la-montre. Il était assez déçu. Alors c'est ça qui est dingue quand même par Kevin Vauquelin. C'est Kevin Vauquelin, on voit qu'on est quand même sur un sacré profil de coureur, je trouve, sur un coureur qui a quand même vraiment des grandes qualités. Parce que le mec finit quatrième du général également, et de cette étoile de Bessèges, et il est quand même déçu. Il est déçu parce qu'il a raté le coche sur l'étape des bordures. Il est déçu parce que là aujourd'hui il a dû faire le chrono sans capteur de puissance, et sur un chrono comme cela, atypique, avec une montée finale, premier contre-la-montre de l'année, avec un nouveau vélo. Je rappelle, on est sur une nouvelle marque de vélo avec Bianchi chez Arkea. Ça faisait quand même beaucoup de choses où un capteur de puissance peut te rassurer. Donc là, avec un capteur de puissance défaillant, forcément
Il savait pas trop où on était au niveau des efforts. Je le dis assez souvent, les watts pour les personnes lambda, ça n'a aucun intérêt. Voilà, hein, je vous le dis, quand les gens se basent sur les watts, souvent les gens ne comprennent pas les watts, ne savent pas à quoi ça correspond. Grosso modo, les watts, si vous n'êtes pas à l'entraînement avec les coureurs, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, pour les coureurs, eux, ils connaissent très bien leur valeur de watts et ils savent très bien quand ils sont en forme et quand ils sont en méforme. Et là, ça a un intérêt, les watts. Et c'est vrai que quand vous n'avez pas de capteur de puissance ou qu'un capteur de puissance ne donne pas les bonnes informations dans le cyclisme moderne et surtout sur un contre-la-montre, eh bien, ça peut devenir très très compliqué pour savoir où on en est au niveau de son effort et on pourrait presque dire où on en est au niveau de sa barre jaune sur Pro Cycling Manager. Mais c'est presque ça. Et c'est vrai que pour Kevin Vauquelin, ça a été compliqué, mais Vauquelin, quand même, très belle semaine. Vainqueur du classement des jeunes également, cette semaine, Kevin Vauquelin. Donc voilà, plutôt une belle performance du coureur français qui a été performant. Voilà, il a raté le coche sur l'étape des bordures, mais c'était sa première étoile de Bessèges. Et Bessèges, c'est particulier. En plus, cette année, il y a eu du vent quasiment tous les jours. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, Arkea, c'est pas forcément l'équipe qui gère le mieux les coups de bordure. Donc forcément, c'était un petit peu compliqué pour lui. Cinquième, Pierre Latour de la Total Energy, un contre-la-montre qui, il est à sa place. Voilà, il est plus aussi performant sur le chrono qu'il était à une époque. On se souvient notamment de ces titres de champion de France où il collait des roustes à un peu tout le monde. Mais il s'en est toujours bien sorti, notamment à l'Est. C'est souvent un contre-la-montre où il est performant. De toute façon, il aime débuter sa saison sur cette course. Et puis, un bon classement général pour Pierre Latour. Il fait une bonne semaine. Il finit 3e du général. Voilà, il a fait une belle semaine. Pas grand-chose d'autre à dire. Magnus Cort Nielsen 6, qui a été assez discret. Malgré le fait qu'il soit plutôt en forme, je dirais, mais il a été assez discret pendant toute la semaine, Cort Nielsen. Après, c'est rare qu'il nous fasse quand même des débuts de saison Tony Truant, Magnus Cort Nielsen, parce que pour un coureur qui a ces qualités-là, il n'a pas un énorme palmarès sur les Flandriennes, alors qu'il a des qualités sur ce type de course. Voilà, 6e, 7e Ben Turner, 8e Nelson Poles. Certains diraient c'est une surprise Nelson Poles. C'est ce que je disais un petit peu hier. Pour moi, Skelmose était meilleur que Poles. Sauf que c'est vrai que j'avais oublié ce contre-la-montre du Tour de Suisse. Alors certes, on était le dernier jour, on était à Vaduz l'année dernière. On avait perdu pas mal de coureurs, notamment Vlasov et autres. Mais il avait fini 8e de ce contre-la-montre du côté de Vaduz. Et surtout, il avait fini 8e en ayant un problème technique dans le dernier kilomètre. Il avait dû changer de vélo. Donc il avait pris un petit écart sur la fin. Sinon, il avait fait un contre-la-montre assez régulier. Il a progressé dans ce domaine-là. Et là, 21 secondes, c'est plutôt un contre-la-montre intéressant pour Nelson Polen. Skelmose, 26 secondes, là pour moi c'est une contre-performance pour Skelmose, mais en fait, contre-performance, c'est une performance moyenne, c'est pas non plus une catastrophique, mais c'est un peu comme toute sa semaine pour moi, c'est-à-dire qu'on sait pas trop s'il est en forme, s'il est pas en forme, ça a été bizarre la semaine de Skelmose, entre hier par exemple où il court pas extrêmement bien, mais en même temps il gagne l'étape, vendredi il tente pas le coup de partir en échappée avec Latour et Poles, mais c'est peut-être parce qu'il avait pas des bonnes jambes au final. Il est peut-être encore dans une phase où il n'est pas encore au top au niveau performance. Tu sais pas trop où le situer, Skelmose, au niveau de sa forme. Il y avait beaucoup encore d'incertitudes après ces 5 jours de course, parce que là aujourd'hui, il a quand même pris, je trouve, un petit éclat sur 10 km, comme ça, sur 11 km. Il prend quand même cher par rapport à Pedersen, je trouve, surtout par rapport à ce qu'il avait fait sur le Tour de Luxembourg. 10e Bruno Armirail, 26 secondes Bruno Armirail, c'est pas forcément le type de chrono qu'il affectionne le plus, et Bruno Armirail, l'objectif est quand même plutôt d'aller sur le Tour de France ou d'aller sur un grand tour cette année. Il y avait peut-être pas forcément il y a peut-être pas forcément d'objectif à court terme pour le moment pour Bruno Armirail, donc pas forcément au top de sa forme. Joël Suter 11e qui finit 10e du général, c'est bien pour Tudor, hein. Pour la première course par étape de Tudor, de mettre un cours dans le top 10, c'est plutôt pas mal. Bissegger 39 secondes, alors là c'est pas trop ce qui s'est passé de la part de Bissegger, mais il est parti très tôt, hein. Moi je ne l'ai pas vu, Stéphane Bissegger, pendant la retransmission. Il a pas fini, c'est pas une grande performance, mais on a très peu vu Stéphane Bissegger. On l'a vu un petit peu en tant qu'équipier sur le coup de bordure, notamment d'hier. Il a fait un grand travail, donc peut-être un petit peu de fatigue accumulée, un parcours
Lui, il aime quand même plutôt les parcours plats. Stéphane Bissegger, c'était peut-être presque un peu trop court pour Bissegger. Il aime plutôt les parcours entre 15 et enfin ouais, à partir de 15 minutes d'effort, mais je dirais entre 15 et 25, 30 quoi. C'est un peu ça là où il est performant Bissegger. Et les montées, c'est pas trop son fort, hein, Stéphane Bissegger. Par contre, Thibaut Pinot, 46 secondes. Ça confirme un petit peu plutôt la bonne semaine de Thibaut Pinot, parce que là, c'est un contre-la-montre qui lui convient pas. Une montée sèche, parcours très court, plutôt technique, hein, les deux épingles, il faut réussir à les franchir. C'est pas forcément là où il est le plus habile, Thibaut Pinot. Le contre-la-montre, c'est plus forcément quelque chose qu'il travaille. À un moment dans sa carrière, il a énormément travaillé le contre-la-montre, c'est plus forcément le cas aujourd'hui. Donc c'est plutôt une belle performance de la part de Thibaut Pinot, mais c'est la confirmation qu'il est plutôt en bonne forme et qu'il a fait plutôt une semaine très intéressante. Je pense qu'on a rarement vu Thibaut Pinot en aussi grande forme à cette période-là d'année depuis extrêmement longtemps. Puis très longtemps qu'il n'avait pas fait un début de saison aussi canon. Mais en même temps, il y a l'objectif, je pense, de faire un très bon Giro pour Thibaut Pinot. Anthony Perez 14, Simon Kerr 15 qui était parti en premier, Simon Kerr. Guernalec 16, là aussi un petit peu pas excellent. Guernalec, peut-être un peu court. Voilà, peut-être qu'il a eu du mal à trouver son rythme sur ce contre-la-montre là, mais on a senti de toute manière cette semaine que Vauquelin était un peu plus en forme que Guernalec sur cette semaine. Sivakov 17, la contre-performance hein, pour Sivakov 52 secondes, ça fait quand même beaucoup aujourd'hui pour un coureur qui est quand même plutôt bon sur le contre-la-montre. Alors c'est pas un spécialiste du contre-la-montre, mais il est pas mauvais dans ce domaine-là. Donc là, c'est un petit peu une surprise. Rasmus Stiller 18, Benjamin Thomas, alors là 19e, là aussi, hein, quand on disait hier que Benjamin Thomas était assez discret cette semaine et qu'il n'est pas au top de sa forme, on a la confirmation. Parce que malgré une bonne position sur le vélo, c'est vrai que c'était aussi intéressant de voir ce contre-la-montre là. Par exemple, j'ai vu le contre-la-montre de Bruno Armirail et de Benjamin Thomas. Il y a les nouvelles règles sur les positions sur le vélo. C'est-à-dire que maintenant, il y avait deux types de positions sur le vélo de contre-la-montre. Vous faisiez soit moins d'1m90, soit plus d'1m90. Quand vous faisiez plus d'1m90, vous aviez la possibilité de vous allonger beaucoup plus. Et c'est pour ça que les très bons rouleurs, notamment Philippe Ogana, étaient un petit peu avantagés parce qu'il faisait 1m93 par rapport à un Bruno Armirail qui, je crois, fait 1m88, 1m89, donc qui était vraiment à la limite de la règle. Et ce qui fait que Bruno Armirail, on l'a souvent vu sur son vélo, c'est à se positionner extrêmement haut sur le vélo et puis tout recroqueviller. Voilà. Et bien, désormais, pour les coureurs qui font, je crois, alors si je ne sais plus si c'est plus d'1m80 ou plus d'1m85, je crois que c'est 1m80, on a changé les règles. C'est-à-dire que désormais, ces coureurs-là ont une sorte de position intermédiaire entre les coureurs qui font moins d'1m80 ou 85, je ne sais plus quelle est la limite, et ceux qui font plus d'1m90, où ils ont aussi la possibilité de s'allonger beaucoup plus. Et j'ai l'impression que Bruno Armirail était mieux positionné sur sa machine qu'auparavant. Donc ils ont dû étudier la situation du côté de la Groupama FDJ pour modifier la position, en sachant que tout le monde gagne un peu de possibilité pour s'allonger, c'est-à-dire que même les petits gabarits, même un Remco Evenepoel peut s'allonger beaucoup plus avec son vélo. C'est au niveau des règles entre la selle et le bout du guidon où on a changé les règles. Aussi au niveau de l'inclinaison du guidon où on a changé les règles. Je vais pas vous faire un petit peu le topo parce que c'est assez complexe au niveau matériel, mais ça a été changé au mois de novembre, je crois. Je crois que ça date même d'avant. Il y a un très bon épisode de GCN là-dessus, sur les positions de contre-la-montre, où ils expliquent bien mieux que moi les changements de position, et je vous invite à le regarder. Donc c'est pour ça que je voulais voir aussi Armirail, je voulais voir ce premier contre-la-montre, parce qu'il y a du changement de matériel, et parce qu'il y a aussi des nouveaux changements de réglementation. Du côté de Benjamin Thomas, pas en grande forme, mais je dirais que ça a été le cas un petit peu pendant toute la semaine, où il a été en difficulté. Arnaud Delis finit 31e à 1,10. Il peut pas être bon dans tous les domaines non plus, Arnaud Delis, donc il y a un moment le contre-la-montre. Bah voilà, c'est un domaine où il n'est pas hyper performant. On l'a senti. Moi, je l'ai senti très essoufflé, même déjà dans la montée. On a vu quelques images dans la montée. J'ai l'impression qu'il a peut-être eu du mal à gérer son effort, à gérer le rythme. Et puis on a Jacopo Mosca, ensuite Alan Rioux, il y a des coureurs qui sont bien plus loin mais qui eux ne jouaient pas le général. Marc Padoun 65e à 1,43. C'est vrai qu'hier j'ai oublié de parler de Marc Padoun parce qu'il était dans le coup de bordure, il a fait quand même du boulot sur le coup de bordure. Moi j'ai l'impression qu'il n'est pas très fit, Marc Padoun. Et surtout il a explosé assez tôt quand même dans l'étape, Marc Padoun, donc j'ai l'impression qu'on est plutôt reparti sur la même saison que l'année dernière. C'est dommage
pour ce coureur. Il y a quand même des coureurs qui sont hors délai, notamment les deux frères Barbier qui sont hors délai. C'est dommage sur un dernier jour de course de ne pas finir dans le classement général. Mais c'est vrai que c'est un parcours qui est très particulier, très court. Les délais sont pas énormes hein, sur un contre-la-montre, donc on peut très vite se retrouver hors délai. C'est le cas des deux frères Barbier. Ils font souvent des choses ensemble, les frères Barbier, hein, quand vous voyez leur carrière. Bon, on a fait le tour de cette étoile de Bessèges. N'hésitez pas à vous abonner. Demain ou mardi, je ne sais pas encore, il y aura le débrief du Tour de Valence. Je pense qu'on le fera demain. On va essayer de le faire demain. Mardi, débrief de cette première journée du tournoi Destination. Il me reste encore un match à regarder. Il me reste encore le match de l'Irlande et du Pays de Galles à regarder. Donc je vous ferai le débrief de ces 3 rencontres. Et puis il y aura le ski. Le ski, ça sera à partir de mardi. Lundi, on parlera pas du ski parce que j'ai un petit truc à faire pile pendant qu'il y a le slalom, le début du slalom du combiné. Mais on en parlera mardi. On fera un débrief de la course femme et de la course masculine du combiné. De toute façon, le combiné, c'est plus forcément la discipline phare au niveau du ski. Et puis on fera également le biathlon la semaine prochaine. On a dit le Tour d'Antalya. On essaiera de faire l'UAE Tour féminin également. On fera des débriefs globaux de chacune de ces courses. Le Tour d'Antalya, pourquoi? Parce que c'est la reprise d'Arnaud Démare, et l'UAE Tour féminin parce que ça devient une course importante du calendrier féminin et qu'on va pouvoir voir les meilleures filles du plateau. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Programme chargé la semaine prochaine. Donc on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!